C'était il y a quelques jours, sur la route qui mène de Briançon à la frontière avec l'Italie. Donc souvent ils nous appellent parce que il y en a toujours qui sont partis, avec lesquels on a gardé des liens, auxquels on téléphone régulièrement, et du coup ils arrivent à transmettre nos numéros perso des fois à leurs copains qui ne sont pas encore arrivés. Depuis le début de l'hiver, Ben et d'autres membres d'un réseau de citoyens de la région viennent à la rencontre des migrants qui passent la frontière à pied. Une activité potentiellement punissable selon le droit français. Et on a juste envie de les aider pour qu'il n'y ait pas qu'on se retrouve pas avec des morts à la fin de l'hiver, quoi. Voilà, ils ont déjà fait un voyage super difficile. Donc s'ils peuvent être accueillis quand ils arrivent ici, c'est quand même plus cool, quoi. À peine arrivé à la station de Montgenèvre, sur un parking à quelques centaines de mètres de la frontière, le téléphone sonne. Tu vas t'arrêter, reprendre ton souffle et essayer de me dire où tu es. Qu'est-ce que tu vois de là où tu es? Est-ce que tu vois une route avec une grande pierre dressée? Tu vois la grande pierre? D'accord, vous êtes en train de marcher sur la piste de ski. D'accord. Vous êtes en train de longer la forêt. D'accord. Comme ses camarades, Ben encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 35 000 francs d'amende pour aide à l'immigration illégale. Attends, je ne vois plus, ça. Ouais, ils arrivent. Oui, on vous voit là, il faut venir vers nous là. On vous attend. 6 silhouettes sortent de la nuit après 4 heures de marche en basket par une température de moins 15 degrés. Ils ont entre 17 et 25 ans, ils sont guinéens, maliens, ivoiriens et sénégalais. En moyenne, c'est entre 10 et 15 migrants qui sont pris en charge chaque nuit. Voilà, donc là on arrive à Briançon. Vous savez ça? 20 minutes plus tard, les voilà au refuge solidaire de Briançon, un local autogéré par des bénévoles. Ici, on leur offre le gîte et le couvert. Qui est-ce qui voulait des chaussettes? C'est toi? On prodigue les premiers soins. Il y en a un autre qui voulait des chaussettes. Qui est? C'est toi, non? Et on oriente aussi les migrants. Hein, pour ce soir, ça ira. Peu à peu, la peur et la méfiance se dissipent au cœur de la nuit. Le lendemain, retour au col de Montgenèvre, le point de passage des migrants. Nous y rencontrons Anne et Michel. Ils font eux aussi partie de ce réseau d'entraide qui regroupe plusieurs centaines d'habitants de la région et s'active depuis bientôt 2 ans. Donc la frontière est là, il y a la maison qui est là en contrebas, c'est la douane. Le premier village italien, il est en contrebas dans le creux. Et puis voilà, l'Italie, la France. Garçon et fille encaissera 25 points. D'un côté, les gens traversent sans se rendre compte au fil des pistes et de leurs virages. Ils traversent la frontière pour leur plaisir, pour faire des beaux virages. Et à côté, il y a des gens qui fuient une réalité, qui essayent de trouver la paix chez nous. Et nous, ce que trouve à faire notre gouvernement, c'est les refouler et leur dire non, vous n'avez rien à faire ici. Voilà, ce réseau solidaire bénévole, comme il l'appelle, fournit notamment une aide juridique, une permanence médicale ou de l'aide pour les familles et les mineurs, avec la sensation quasi quotidienne de se substituer à l'État français. En même temps, on n'a pas d'autre choix que d'agir. Effectivement, tout ce qu'on fait, c'est ce que l'État devrait faire. Mais si on ne le fait pas, Qui le fait? Qui le fait et que deviennent tous ces jeunes qui passent? Voilà. Et puis en même temps, c'est aussi pour ça on s'est organisé, on se répartit les rôles et on essaie de garder un peu d'énergie et de ressources pour faire un travail de plaidoyer. Et donc pour dénoncer cette situation, pour alerter les médias, la preuve vous êtes là, et donc pour mettre l'État devant ses responsabilités. Mettre l'État français devant ses responsabilités, c'est aussi ce que souhaite Philippe.
Ce père de famille s'occupe de ces jeunes Nigérians depuis bientôt 2 mois. Grâce à lui, l'État leur paye depuis peu cette chambre d'hôtel. C'est déjà ça après plus d'1 an de galère en Italie. On était dans un camp sans aucun document et ils nous ont demandé de partir sans raison. Moi, ma femme et mon bébé. On a dû dormir plusieurs fois à la gare, dans le froid. Ce n'était pas bon, mon bébé était malade et ma femme est enceinte. Alors on a choisi de partir. Au début, je croyais qu'ici, c'était le gouvernement qui nous aidait. Mais j'ai découvert que ce n'était pas le gouvernement, mais des individus qui veulent juste aider. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont de la compassion. Donner un toit, c'est une chose, dans l'urgence, mais il faut aussi nourrir. Si le foyer n'était pas à côté de l'hôtel, on n'aurait rien. Il n'aurait rien à manger. Si le foyer n'était pas à côté de l'hôtel, il n'y aurait aucune relation sociale. Moi, je ne peux pas assumer une famille. J'ai des revenus moyens. On est deux à travailler, on s'en sort tout juste. Je l'ai fait par rapport à leur urgence, mais je ne peux pas suppléer aux devoirs de l'État. L'État français manque-t-il à son devoir ? À la préfecture de Gap, nous rencontrons la représentante du gouvernement dans ce département. Selon elle, non seulement ces réseaux de bénévoles ne font pas le travail de l'État, mais une partie de leur activité est illégale. Moi, je considère que c'est de l'incitation, absolument. D'abord, il faut bien savoir que aider un étranger en situation irrégulière à traverser une frontière, c'est illégal. Donc, voilà, aider à passer la frontière, ce sont des gens qui font ça, ils le font dans l'illégalité. Pour vous, c'est des incitateurs ou des passeurs? Ou est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. C'est la même chose. Après, on peut parler, on peut jouer sur les mots. Il y a une différence entre les passeurs rémunérés, on va dire, et les passeurs qui font ça, quelle que soit leur motivation, mais pas pour une motivation financière. Au-delà de l'aide au passage, c'est l'existence même de ces réseaux solidaires qui constituerait un appel d'air pour le gouvernement français. L'accueil crée un appel d'air. Après, les motivations sont différentes. Moi, je ne peux pas jeter la pierre à quelqu'un qui va voir passer sous ses fenêtres un étranger en situation irrégulière alors qu'il fait froid, alors qu'il fait nuit, que la personne soit accueillie pour quelques heures. Et je ne peux pas leur jeter la pierre. Mais tout comportement de ce type-là, a fortiori si c'est un comportement réfléchi, structuré, organisé, et c'est le cas par bien des structures associatives du Briançonnais, crée une incitation, bien sûr, bien évidemment, bien évidemment. Vous voulez nous revoir? Retour au refuge solidaire de Briançon. 2000 migrants sont passés par ici en 2017. Le docteur Duez y délivre les premiers soins. Est-ce que je te donne un traitement maintenant? Pour aujourd'hui, il faudra recommencer dans 15 jours. Si on lui dit qu'il contribue à un appel d'air, cela le fait bondir. Ça, c'est trop facile, ça. La pression est tellement forte en amont qu'ils finissent par passer. Un jeune qui a quitté son pays à 12 ans ou à 13 ans, vous imaginez un peu, il a traversé le désert, il s'est fait taper sur la figure en Libye, il a traversé la Méditerranée où son copain est mort noyé, il a remonté toute l'Italie. Vous ne croyez pas qu'il est déterminé? On ne peut pas comparer la maturité d'un jeune qui, après 2 ans de passage comme ça, arrive à 14 ans ou à 15 ans. Ici, il est déterminé, il ira jusqu'au bout. Donc la frontière, il la passera par la porte ou par la fenêtre, et nul ne pourra l'arrêter. Voilà. Le drame, c'est pas qu'ils arrivent à quelques-uns. S'il y en a 3 millions qui doivent arriver sur un continent de 350 millions, mais c'est que dalle, ça, c'est rien. C'est moins d'1%. En ce moment, le refuge accueille en moyenne 40 migrants par jour, un nombre destiné à croître dès l'arrivée du printemps. L'écrasante majorité vient d'Afrique de l'Ouest et ne fait qu'y transiter, mais certains restent à Briançon plus longtemps. C'est le cas d'Idriss, Sinali et Mamadou qui attendent la réponse à leur demande d'asile depuis de nombreux mois dans ce logement prêté par la mairie. Mamadou est devenu le symbole de cette nouvelle route dangereuse pour traverser les Alpes. C'est au col de l'Échelle, à quelques kilomètres de là, qu'il a failli mourir l'hiver dernier.
Avec un camarade, ils se sont fait surprendre par la nuit dans des mètres de neige. La neige jusqu'au ventre et je mets le pied, ça rentre jusqu'au fond. Le pied gauche pareil. Après je tire lui. On ne peut pas continuer, j'ai dit. 30 minutes, on n'arrive même pas à quelques mètres. Et je dis. Et tout de suite il a décidé, il m'a poussé. Il dit Mamadou, il pleure, il me parle. Il dit je décide de mourir. Toi je vois que tu as un peu de force. Et ça y aller tout seul. Je préfère mourir. Tout de suite, il a baissé sa tête, il a sorti le numéro de sa mère. Tac, 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 il m'a donné, il a dit, prends cela, si tu arrives à sauver, s'il te plaît, rappelle-moi ma mère. Tu dis que ma vie, ça finit ici. Moi, j'ai vu ça et je pleure. Je pleure de moi-même, je pleure de lui ici. Je ne sais plus quoi faire. J'ai dit, je ne peux pas y aller, on va mourir ensemble. Il dit, non, il faut y aller. Si tu restes avec moi, on va tous mourir, donc ce ne sera rien. Peut-être que si tu arrives en bas, tu peux me sauver aussi. Mamadou réussit finalement à rejoindre la vallée. Grâce à lui, son compagnon est secouru de justesse, mais on doit lui amputer les mains. Mamadou, lui, il laissera ses 2 pieds. Il y a quelques jours, du côté italien, à Bardonecchia, c'est pour éviter un tel drame que des volontaires italiens ont essayé de décourager 7 migrants de franchir le même col de nuit. La doctoresse Martino et d'autres comme elle le font chaque semaine. Nous avons d'abord essayé de leur expliquer que c'était dangereux, qu'il pouvait y avoir des avalanches, que la neige était haute, qu'ils n'étaient pas équipés et qu'ils risquaient l'hypothermie. Mais au début, c'était impossible de les convaincre. Alors, j'ai pensé à leur montrer des photos. Et en voyant ces images, ils ont compris que ce qu'on leur disait, c'était la vérité. Côté italien, nous avons rencontré Franck, un jeune Ivoirien déterminé à rejoindre la France. Il a accepté qu'on le suive et nous l'avons retrouvé le lendemain à Clavière, un petit village italien proche de la frontière. Avec ses camarades, il attendait de reprendre la route après un long voyage. D'abord le désert qu'on a traversé, après le désert la Méditerranée. Aujourd'hui, on essaie de traverser la montagne. Chemins qui se croisent. Alors que ces touristes polonais rentrent chez eux, ces jeunes d'Afrique de l'Ouest se mettent en route. Dehors, il fait moins 15, mais par ce chemin, la frontière n'est qu'à une demi-heure à peine. On est plus stressé, parce que depuis 2 jours, parfois on ferme l'œil, tout ça. Et quand tu vois les montagnes, tu vois la neige au-dessus, vraiment ça fait vraiment peur. Donc, on est vraiment stressé. Pas de patrouille de police cette nuit-là. La France, là, on passe là. Les voici en France, où des bénévoles les récupèrent. Okay, moi, je m'appelle. Enchanté. Allez, bye bye. Bienvenue en France. Merci, merci. Le calme retombe dans la montagne, alors que la route de Franck continue. Une route à risque. Les autorités françaises ont en effet annoncé que le nombre d'expulsions allait augmenter drastiquement cette année. Oui, ça c'est la France. Tu sens que c'est la France ici. On a déjà senti que nous sommes en France, comme ça. Ah, merci au Seigneur.